Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le ton monte entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le gouvernement congolais accuse les autorités de Bruxelles d'être à l'origine des sanctions de l'Union européenne contre certains de ses membres. La coordination des mouvements de l'Azawad a rejeté ce mardi la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation au Mali. Pour ses représentants, le document ne prend pas en compte leurs revendications. Et puis, des microcrédits pour alléger les effets de la crise économique dans les ménages défavorisés. C'est le choix que le gouvernement tchadien a choisi de faire. Et 2 ans après, la mesure commence à porter ses fruits. Je vous le dis en titre, rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Les autorités de Kinshasa accusent l'ancienne métropole de vouloir garder une mainmise sur le pays en multipliant les sanctions contre le régime. Les détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. La Belgique est pointée du doigt par le gouvernement congolais pour les sanctions prises contre certaines personnalités du régime Kabila au pouvoir. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 20 juin 2017 à Kinshasa, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mendo Malanga, tout en minimisant les mesures prises contre 9 personnalités du régime, lui-même y compris, a stigmatisé le rôle déterminant que la Belgique joue dans ce qu'il qualifie de complot contre le pays. Conduit par un pays, la Belgique, qui ne parvient décidément toujours pas à faire le deuil de la décolonisation des structures économiques de son ancienne colonie phare qu'est la République démocratique du Congo, et qui ne cesse de se revendiquer comme le propriétaire éternel de notre pays. Ces officines, vous le savez, se distinguent dans des campagnes de dénigrement et de fragilisation systématique de la République démocratique du Congo. Plusieurs composantes de la majorité présidentielle et alliée considèrent les sanctions contre les personnalités au pouvoir comme de l'ingérence. Pour dénoncer cette attitude, quelques milliers de sympathisants du régime ont manifesté ce lundi 19 juin 2017 devant la représentation de l'Union européenne à Kinshasa. Nous revendiquons ici notre souveraineté en tant qu'État. Nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté en tant qu'État. Nous pensons que la relation que nous devons avoir avec d'autres États, c'est des relations d'égalité et pas de subordination. Voilà le fond de notre message. C'est donc un bras de fer entre la RDC et l'Union européenne qui s'engage dans un contexte où le pays est dans le processus d'enrôlement en vue de l'organisation des scrutins censés avoir lieu en décembre 2017. Outre les violations des libertés dont est accusé le régime, l'Union européenne, avec en tête la Belgique, estime par ailleurs que les personnalités incriminées ne facilitent pas l'applicabilité dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé par la classe politique, lesquels attribuent la primature au rassemblement de l'opposition. 2 ans après l'accord de juin 2015, le processus de paix au Mali accuse un nouveau coup dur. La coordination des mouvements de l'Azawad rejette la charte de cet accord. Ses représentants ont d'ailleurs boycotté la cérémonie de remise du document au président Ibrahim Boubacar Keïta, organisée ce mercredi 21 juin 2017 à Bamako. On fait le point tout de suite sur la situation avec le journaliste malien Draman Aliokone. Je implique que tout le processus est mis en cause. Je pense que la charte en soi était un document qui devait être consensuel et qui a amené tout le Maliens à s'inscrire dans la logique de la paix. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la partie, entre guillemets, la plus concernée par l'accord de paix a surtout existé la charte. Ça veut dire qu'on est toujours pas au départ. Bon, c'est pas surprenant parce que déjà, dans le processus d'évaluation de la charte, il y a eu des relatifs parce que le moment de l'Azawad n'était pas d'accord de la manière dont l'accord a été organisé et l'ont fait savoir à son temps. Et sont eux qui ont, à mon avis, étardé l'élaboration de la charte et aujourd'hui, ils se disent non concernés par ce document qui, selon eux, a été élaboré sans leur implication et sans leur accord. Aujourd'hui, tout ce processus est bloqué. Même le DDR qui était en cours, il s'est bloqué par le rejet de la charte.
La fuite des capitaux fait perdre à l'Afrique des centaines de milliards de dollars chaque année et la République démocratique du Congo n'y échappe pas. Alors pour stopper l'hémorragie, une loi sur la sous-traitance a été mise en place par le président Joseph Kabila en février 2017. C'est un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, plusieurs milliards de dollars échappent au trésor public et prennent la direction de l'étranger. Une fuite des capitaux justifiée par l'épineuse question de la sous-traitance qui profite largement aux investisseurs étrangers. En effet, un grand nombre des investisseurs étrangers investissent dans les secteurs clés de l'économie nationale, notamment dans les mines, les hydrocarbures et télécommunications, où les bénéfices souvent non contrôlés constituent un manque à gagner pour l'État. Mais tout l'argent qui vient repart, parce que les opérateurs miniers s'arrangent pour que ceux qui viennent dans les cadres de la sous-traitance soient très proches d'elles sur le plan de droit, sur le plan économique. Et il est important aujourd'hui qu'on clarifie les choses. Les entreprises congolaises n'avaient plus l'occasion d'éclore. Nous voulons maintenant que ce soit ces entreprises congolaises aux capitaux congolais qui puissent accéder à tous ces marchés. Ils sont chez eux et ils ont le droit d'être à l'aise, de faire les affaires chez eux. Dans le souci de permettre à l'État congolais de rentrer dans ses droits, une loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés a été promulguée en février 2017 par le président de la République, Joseph Kabila. Parmi nos entreprises que nous avons ici en RDC, les sous-traitants qui sont utilisés dans ces entreprises sont beaucoup plus des sous-traitants qui viennent de l'extérieur du pays, qui sont des entreprises étrangères et non congolaises. Alors il fallait me donner à la RDC une législation qui permet aux entreprises congolaises de pouvoir aussi accéder à cette sous-traitance. La mise en pratique de la loi sur la sous-traitance permettra non seulement d'accroître les recettes de l'État, mais aussi donnera plus d'espace aux entreprises aux capitaux congolais, constitués essentiellement des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, nombre des analystes estiment que cette loi favorisera la promotion de l'emploi des Congolais et l'émergence de l'expertise congolaise. Le gouvernement tchadien et son partenaire au développement FINADEV ont initié il y a 2 ans un vaste programme d'octroi des microcrédits pour soutenir les couches les plus vulnérables de la population en cette période de crise économique et financière. Et 2 ans après, l'initiative semble porter ses fruits. Explication dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Tiamlo Victoria Sédier. Au Tchad, les institutions de microcrédit ont le vent en poupe. Leur objectif pour la plupart est d'alléger les effets de la crise économique et financière sur les couches vulnérables. Des milliers de femmes œuvrant dans le secteur informel ont bénéficié de microcrédits pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Je remercie beaucoup à FINADEV. Je n'ai pas de local et j'ai loué ici. Et c'est de l'argent, là, ça m'a arrangé. Je vais construire avec. Et chaque fois que je pars là-bas, je prends de l'argent là. Je pars, j'achète les produits. Et on travaille avec mes employés. On arrive petit à petit, là, on va créer d'autres choses aussi. Et cet argent que je prête, ça m'a permis à faire beaucoup de choses. J'ai même payé l'école de mes enfants, leurs études. J'ai payé même des terrains et j'ai construit aussi cette maison. C'est par la grâce de FINADEV que j'ai arrivé à faire tout cela. Le programme octroie des microcrédits allant de 50 000 à 1 million de francs CFA sans garantie préalable aux jeunes du secteur informel. Pour les établissements de microfinance, malgré la portée sociale du programme, les difficultés d'ordre administratif existent. Au Tchad, les institutions de microfinance de 2e catégorie sont soumises à de fortes taxes. Elles doivent payer la TVA sur tout ce qu'ils gagnent comme revenu. Or, quand nous incluons la TVA, les clients trouvent que nous sommes chers. Nous avons demandé à l'État d'exonérer le TVA sur les microcrédits adressés à cette couche de population la plus démunie. Mais nous n'avons pas obtenu de réponse de la part de l'administration. Selon le dernier rapport du gouvernement tchadien sur le suivi des établissements de microfinance, le secteur compte environ 144 000 bénéficiaires pour un encours d'épargne de près de 7 milliards de francs CFA et un encours de crédit estimé à environ 10 milliards de francs CFA.
Un mot de sport à présent. L'élection du président de la Confédération africaine de football a-t-elle été transparente? Eh bien, la question est au cœur de l'actualité sportive. Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, ferait en effet l'objet d'un début de procédure pour son ingérence supposée lors de l'élection du 16 mars 2017. Une enquête aurait été ouverte par Cornel Borbelli, ancien patron de la chambre d'instruction. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.